Les amis, vous aimez les 6 cylindres? Eh bien, restez avec nous. Là, c'est un morceau absolument extraordinaire. C'est la 75 de Rémi. Rémi, vous le connaissez, il était venu nous présenter sa 156 avec un 2,5 litres V6. Et là, il arrive avec un 3 litres, un V6 aussi. Rémi. Bonjour Cédric. Merci. Oh, je t'en prie, c'est un plaisir toujours de Merci, venir mais infiniment. voir. On avait fait un peu une lettre au Père Noël. On avait dit ce serait génial si tu pouvais nous présenter ta 75 3 litres V6. Et là, voilà. Bah écoute, ouais, je me suis rasé ce matin, j'aurais dû garder la barbe. Ça aurait plus fait Père Noël. Alors, c'est quoi son histoire? Alors, mon histoire avec elle, c'est qu'en fait, je travaillais dans le groupe et que je m'étais dit il me faudra une Alfa Romeo, éventuellement une V6. Parce que si tu es bagnolard, il te faut notamment dans ta collection un V6 Alpha. Et puis bah écoute, les vendeurs dans les constructions que je connaissais savaient que je cherchais ce modèle. Et puis un jour, il y en a un qui avait acheté ça, qui pensait la garder, qui ne l'a pas gardé. Donc je l'ai acheté en 2004, il y a 21 ans. Donc c'est une de mes plus vieilles maîtresses. Est-ce qu'on peut donner son prix à l'époque à laquelle tu te l'offres? Ouais, à l'époque, 900 €. Je crois qu'il devait y avoir un budget, ce qu'ils appelaient les BAC, les budgets d'action commerciale de 900 € pour reprendre une voiture. Et il avait repris 900 balles et puis il pensait en faire une voiture de circuit, il n'a pas voulu la garder. Et puis il m'a dit tiens, je sais que tu cherches une V6, et ben voilà. Donc, mais ça valait rien, personne n'en voulait il y a 20 ans. C'est fou, hein, c'est fou parce qu'aujourd'hui évidemment c'est recherché. On va tout de suite dire le prix d'une voiture comme la tienne en bon état. Entre 8 et 12, 14 000 €, c'est vraiment très variable. Il n'y en a pas beaucoup à vendre. Les V6 américains, il y en a eu 9 245 sur 386 000 Alpha 75. Tu me disais en préparant l'émission que c'était même moins nombreux, elles étaient moins nombreuses qu'un GTV6. Oui, tout à fait. Les GTV6, il y en a eu à peu près un peu plus de 10 000 sur 130 000. Il n'y a eu que 9 200 V6 américains. Il y a eu 12 000 2,5 litres V6 qui n'étaient pas vendus en France, qui étaient vendus aux États-Unis sur d'autres marchés. Donc en fait, il y a eu en gros 21 075 V6 sur 386 000 produites. Donc, alors, ceux qui nous découvrent, la 75, elle naît en 85, je crois. Elle naît en 85. Voiture très particulière. Bah alors, avec un design. Si on a 2 minutes, on peut refaire un peu. On va faire un peu d'histoire. Mais on va tourner autour pour qu'on puisse. On va faire un peu d'histoire. Alfa Romeo, donc depuis les années 30, appartient à l'IRI, l'Institut de reconstruction industrielle italien. Donc c'est géré par des politiques. Ok. Alfa Romeo, fin des années 60, c'est BMW aujourd'hui, faut être clair. C'est l'inventeur de la berline sportive. Ça faisait rêver. Oui, c'est l'inventeur de la berline sportive, c'est l'inventeur de la Giulia. Quand ils ont sorti l'Alfetta en 1972, qui sert de plateforme à la 75, c'était double triangulation à l'avant, un essieu arrière rigide mais un peu évolué, donc c'était quand même une voiture techniquement très évoluée. Certains s'accordent à dire que c'était un benchmark pour BMW. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils ont vu l'Alfetta en 72, ils ont sorti la première série 3 E21 en 75 et ils se sont fortement inspirés de l'Alfetta. Sauf que chez BMW, ils ont un peu plus de talent que les gens qui gèrent Alfa Romeo parce que ils ont fait 304... un peu d'argent. Ils ont fait 475 000 Alfetta, ils ont fait 1 300 000 E21. Alors que finalement c'est l'inspirateur. Et aujourd'hui c'est l'inverse. Aujourd'hui BMW est un peu devenu ce qui était Alfa Romeo à l'époque. C'est la marque de référence de la berline sportive. Et Alfa Romeo elle est un peu sombrée dans les limbes au niveau chiffre. Donc c'est vrai que malgré aujourd'hui, on le disait d'ailleurs tous les deux avant l'émission, le châssis Giorgio du Stelvio comme de la Giulia. Les gens sont très injustes en disant c'est la dernière vraie Alfa. Moi je dis ça a failli être la dernière Alpha tout court, heureusement que Fiat a racheté la marque. Aujourd'hui, ceux qui t'expliquent qu'une vraie Alpha c'est une propulsion, je leur dis achetez une Giulia. La Giulia c'est la meilleure berline du marché, personne ne l'achète. Donc il y a un moment si tu veux. Et aujourd'hui, ce qu'il faut quand même savoir c'est que la marque était gérée à partir des années 30 et des années 60-70 par l'IRI, donc les fameux Romains, comme les appelaient les gens de l'Italie du Nord. Donc qu'est-ce qu'ils font comme choix stratégique? Au lieu de développer la marque dans le premium, ils créent Alpha Sud. Parce qu'ils veulent faire du volume. Donc en fait, dès la fin des années 60, début des années 70, ils étudient l'idée de faire une voiture pour de milieu de gamme, bas de gamme, pour davantage grand public. Voilà, pour concurrencer Fiat et Lancia. Qu'est-ce qu'ils sont cons? Parce que tu te dis, pourquoi concurrencer un constructeur italien et pas se développer dans le premium? Donc en fait, ils lancent Alpha Sud, ils doublent les capacités de production de la boîte et en fait, ils dimensionnent l'outil industriel pour 400 000 voitures par an en tout. Et Alpha n'a jamais fait plus de 230-240 000 voitures à l'année. Donc en fait, dès le début des années 70, dès le début de lancement d'Alpha Sud, la marque perd structurellement de l'argent. Oui, donc il y a eu un péché de ils ont fait des mauvais choix. Ils ont dimensionné Alpha Sud pour faire 600 voitures par jour, ils en font que 300. Donc la marque, elle perd de l'argent pendant des années. Et ils arrivent
au début des années 80 où les gens de l'IRI déclarent même que Alpha n'est plus un actif stratégique. Donc en gros, tu te dis, ok, comment aider et soutenir une marque en disant, en fait, elle nous appartient, mais bon... Dévalorisation totale. Dévalorisation totale du produit, ce qui fait qu'ils ont cherché à le vendre. Ford était sur les rangs, et puis c'est finalement Fiat, pour différentes manipulations, qui a réussi à racheter la marque. Et c'est pour ça que je dis que finalement, le rachat par Fiat, cette dernière Alpha propulsion à l'époque, c'est peut-être ça aurait pu être la dernière Alpha tout court si vraiment il n'y avait pas eu un rachat de la marque. Parce que en fait, c'est une voiture qui est faite de briques et de broc. Châssis d'Alfetta. Châssis d'Alfetta 1972, cellule centrale de Giulietta. Donc en fait... Oui, en plus. Donc les portières, c'est la 309 comme la 309 chez Peugeot. Les portières, toute la cellule centrale, c'est la Nueva Giulietta. Le seul truc que les gens du bureau d'études ont réussi à grappiller, c'est de pouvoir mettre le V6 qui rentrait pas qui rentrait pas dans la Nueva Giulietta 1977. Alors ce qui explique ce design un peu particulier, par exemple, tu vois que la voiture, le capot avant, par rapport à la base du pare-brise, il est bien plus élevé. Parce qu'en fait, c'est pour pouvoir rentrer le 6 cylindres. Donc la voiture, elle a une ligne un peu particulière, avec un capot qui finalement est plus relevé par rapport à la base du pare-brise. Et comme tu n'as pas de pognon, tu as des idées, ils ont quand même eu l'idée de mettre ce trait pour unifier la ligne, parce que sinon la ligne est très déséquilibrée finalement. Ah, si on l'enlève, on s'aperçoit que c'est parce qu'en fait, la voiture, c'est une plateforme d'Alfetta, c'est une cellule centrale de Giulietta, et puis c'est les moteurs qu'ils avaient sur l'étagère. En gros, c'est comme si je te disais... On va fêter ton anniversaire, tu vas me dire dans quel restaurant on va, je vais te répondre, on va se partager un paquet de chips. Non mais en gros et c'est quand même la voiture qui s'appelle 75, parce qu'elle devait, fêter les 75 ans de la marque. Donc en fait, on fête les 75 ans sans avoir un rond. Donc ils ne gagnaient pas d'argent, ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Et finalement, la voiture, le résultat est, moi je trouve qu'original, et le temps lui rend vraiment... lui rend grâce en fait. Lui rend grâce. Et puis elle avait une certaine originalité dans un paysage lorsqu'elle sort en 85, qui lui donnait quand même un peu de piment. Ouais, alors le problème qu'elle a, c'est qu'elle a une plateforme de 1972 qui est un peu ancienne. Entre-temps, BMW, qui s'est largement inspiré d'Alpha, sort la E30 en 1982. Et qui est l'une des meilleures séries 3 ever. 2 300 000 exemplaires. 2 300 000 exemplaires de E30, 386 000 exemplaires de 75. Non, mais elles sont directement comparables. Le match était plié en fait. La E30 fait 4,32 m, elle fait 4,33 m hors America, qui a un pare-choc un peu plus long. Donc en fait, c'est ça. Pour deux voitures complètement pour le comparables. marché nord-américain, on avait besoin de ces fameux soufflets. Les Volvo en ont eu. D'élargir la carrosserie, etc. Donc en fait, c'est une voiture. Et je trouve ça la virilise, ça la rend un peu sympa. Mais c'est une voiture qui a une plateforme ancienne et qui ne peut plus lutter contre la concurrence. Le petit béquet, ça c'était quand même. Malgré que. Alors elle a toujours eu des yeux un peu larmoyants, enfin un peu pleureurs. Tu sais, je sais pas, ça m'a... Alors après, il y a sur les séries 2, alors la mienne est un peu... Moi je l'ai achetée comme ça, mais je suis pas certain qu'elle ait la bonne calandre. Elle a une calandre de série 1 et en fait c'est quand même une série 2, une des premières séries 2, donc elle devrait peut-être avoir une calandre un peu différente. Ok. Mais bon, après ça, je n'ai jamais vraiment recherché, je l'ai gardée telle quelle depuis 20 ans. Si mal, hein, ouais. Mais c'est vrai que voilà, c'est une voiture, elle a souffert après de la concurrence, mais quand tu lances un produit et que tu n'as pas de budget, tu n'as pas de moyen de dépenser... Ils ont quand même fait vivre la plateforme de l'Alfetta pendant 20 ans. L'Alfetta, la Nueva Giulietta, la 90, l'Alpha 6, l'Alpha 75. Donc ils n'avaient pas d'argent pour mettre dans une plateforme puisqu'ils avaient tout mis dans l'Alpha Sud. On monte à bord. Allons-y. Hein, surtout que c'est plein de cuir, c'est vachement surpiqué. C'est une Rolls à bord, non? N'est-ce pas? Ils ont tout mis à l'intérieur. Rémi, mais le velours et le confort. Les surtapis. Oh là 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 là, j'adore. Le confort des années 80. C'était encore l'époque où il y avait... Extraordinaire. Attends, avant de démarrer, mais je suis trop content de monter à bord. Mon père en a une, d'ailleurs, si moi, salut papa. Mais j'adorais les compteurs et le compte tout orange. Oui, tout est un peu bizarre. Alors l'autoradio planqué tout en bas. Ah oui, l'ergonomie avant tout, hein, ça. Et comme les lève-vitres qui sont ici. Alors là, tu as l'impression d'être dans le Boeing, tu sais, tu enlèves le frein à main pour mettre les gaz. L'allume-cigare avec un design un peu improbable. Rectangulaire. Voilà, donc mais c'est un peu c'est particulier, mais finalement ça a son charme maintenant.
Des années après, ça Et alors change. c'était drôle parce que sur cette phase c'est la phase 2, c'est Ouais, ça? c'est phase 2. Ouais. Il y avait une sorte de déflecteur Oui, oui, dehors qui était pour- en série et ça permet de rouler finalement les fenêtres ouvertes sans avoir des courants d'air, donc c'est pas mal. Bah, Après, c'est ça bien. fait un peu tuning des années 80, mais c'est pas grave, c'était en série. Donc, Tu comprenais pas pourquoi? ouais, Ouais, c'était mais finalement, amusant. c'est pas désagréable. Et je me souviens aussi des petites loupiottes comme ça, des liseuses. Waouh, je suis trop content, mais en vrai. Et évidemment, les boutons carrés, Oui, oui, oui. C'est non, c'est un design assez particulier. très creusés devant. Bon, bien évidemment, il y a la climatisation automatique, l'airbag et le SP. Hein. C'est une Bon, voiture ça, moderne. ça va de soi, c'est pour ça que j'en parlais pas. Ouais, voilà, exactement. Donc voilà, c'est une voiture d'époque. Mais finalement, elle est pas très grande, elle est pas très large, mais on n'est pas. Mais c'était une familiale, hein, Ouais, tu c'était sais. une familiale. Et puis c'était les standards en fait de taille et de gabarit de l'époque. Hein. Oui, bah, 4 y a- m 30, c'était une 30, ça fait 4 m 32 et elle mesure 4 m 33. Bon, 4 m 42, elle est un peu grandie avec la version américaine avec les longs pare-chocs, qui finalement a donné ce petit look un peu avec les extensions d'ailes un peu sympa, je trouve. La finesse des aiguilles, c'est marrant, elles sont toutes fines au bout. Et tu elle a vois, passé les 160 000 km pour venir ici. Eh ben, Voilà. allez, ben démarrons alors. Alors, on démarre. Ça, c'est le problème, le démarrage. C'est qu'en fait, ça fait 20 ans que je l'ai, ça fait 20 ans que je me dis Mais pourquoi, pourquoi je la garde, etc. Puis je vais la voir, je la démarre, je dis je peux pas la vendre. Quand tu entends le bruit du moteur, tu te dis c'est pas possible Ah de oui, la oui, non, vendre. tu m'as fait presque peur, mais c'est un bonheur en fait. Ouais, cette voiture. et puis elle fait encore un peu de bruit, elle est pas trop insonorisée, elle a un côté un peu. Moi je trouve à conduire, c'est pas parce qu'elle s'appelle américaine, mais elle a un peu un côté américaine, ce gros moteur coupleux. Donc je trouve ça très agréable finalement. La montre et les témoins d'alarme, j'avais oublié. Alors ce qui est bien, c'est que là, l'Alfa Romeo Control ne clignote pas dans tous les sens, parce que parfois ça clignote un peu l'électricité, mais là c'est impeccable. Tu es en train de dire que les ingénieurs. Ça a 40 ans bientôt, hein, forcément les masses, tout ça, parfois l'électricité c'est un peu capricieux. À l'époque, c'était déjà capricieux quand c'était neuf. Hein. Moi, Oui, j'ai l'impression c'est un qu'elle truc, est. Mais là, depuis qu'on a refait toutes les masses, tout ça, c'est même moins capricieux que dans le neuf. Je pense qu'on a il y a 2 ans, on a fait un gros check-up. Elle est bien réglée, enfin. On a fait un check-up au niveau des masses, on a fait un gros Allez, travail. ben, roulons. Il y avait la clim ou pas en option? Oui, il y avait la clim en option. Alors celle-ci, elle n'a pas l'option clim. À l'époque, j'ai regardé les tarifs Je me suis d'époque. toujours demandé, ouais. Ça valait 148 000 francs. À 9, ouais, Ouais. c'était un prix, ouais. Elle a l'option ABS qui valait 9 600 francs. Ok. Qu'il y a là, mais qui ne fonctionne pas, parce que c'est un ABS de l'époque qui est un peu compliqué à remettre en œuvre. Il faut une mallette spécifique Alpha, et puis de toute façon, elle peut freiner sans ABS, donc je me contente de l'ABS. Ouais, Elle avait l'option clim qui était plus chère à 11 000 francs, mais en fait, c'était pas si cher que ça. Il faut savoir que pour 148 000 francs, tu avais un 6 cylindres. La concurrence, c'était la E30. Donc une 323i ou une non, 325i? t'avais une 320. T'avais une 320. Ah, t'avais une 320 pour eux? Pour 150 000 francs, t'avais une 320 avec pas beaucoup d'options, parce qu'à l'époque, Ok, BMW et on tourne, tu sais, à gauche. ils vendaient aussi autant d'options que de voitures. Et t'avais qu'une 320 qui faisait que 129 chevaux, donc qui faisait quasiment qui faisait 50 chevaux de moins. T'avais quoi si tu voulais une voiture en propulsion un peu plus grande, tu pouvais avoir une Omega pour 150 000 francs, mais c'était une 2 litres, c'était pas une 6 cylindres. Donc en fait, c'était pas une voiture très chère. L'entrée de gamme de l'époque en E30, c'était une 316, ça valait 100 000 francs, une 75 à Létis, ça valait 85 000 francs. Quand tu achetais une Twin Spark qui valait le prix d'une 318, c'était le même prix, sauf que la Twin Spark elle faisait 150 chevaux et la 318 en faisait 115. Donc en fait, il y avait, c'est aussi ça. Il y avait un vrai rapport prix-prestation. Alors la voiture était vieillissante au niveau de la plateforme, par contre, tu en avais pour ton argent, parce que c'était soit tu avais plus de chevaux, soit c'était moins cher. Soit parfois les deux, suivant la concurrence. Donc, Ce qui m'étonne là, tu vois, on est quasiment au régime de ralenti. Hein. Elle est... en fait, elle est complètement commune et enfin, elle est encore actuelle, quoi. Ça marche, quoi. c'est pas mal, ouais. Alors, bon, il y a 2 ans, il y avait une sortie de confinement. Moi, j'avais acheté pas mal de pièces que j'ai jamais montées dessus. Donc, quand on a eu un peu de temps, on a changé les amortisseurs. J'ai changé tous les cylindres blocs par des Superflex un peu T'as plus. senti vraiment que il y avait une En différence? fait, j'aime bien l'expression qu'utilisait par certains dans d'autres vidéos. On est revenu un peu au nominal, parce que je m'étais habitué à rouler avec notamment les tirants de chasse qui étaient complètement morts. Donc avec la quelque voiture chose d'un peu dégradé? ouais, un peu flou, etc. Et le fait d'avoir changé tous les cylindres blocs, d'avoir mis 4 amortisseurs neufs, là tu t'aperçois que la voiture est quand même pas si mal que ça au niveau agrément. Et c'est pas, ça filtre pas trop mal, c'est guidé. Après, bon, ça reste une plateforme qui a 50 ans hein, quand même, mais finalement c'est pas Non, mal. mais c'est vrai, ça a 50 ans. Ouais. C'est 72, hein, tu te dis.
Ouais, 52 ans, ouais. Mais alors, tu vois, le moteur, il est plein de rondeur. Bah, regarde, le quatrième, quatrième. T'es en quatrième là? Bah oui, c'est une vraie boîte automatique ce 3 litres. On a oublié de parler de la puissance. C'est une version non catalysée, donc c'est 188 chevaux et c'est 24,5 Nm à 3000 tours. Alors pour un 3 litres, ça paraît pas mirifique, sauf que ce moteur, alors j'ai deux versions. Il y en a qui disent qu'à 1000 tours il y a 20 mètres kg, d'autres qui disent qu'il y a 22 mètres kg, mais de toute façon dès le régime de ralenti, tu as au moins 20 mètres kg. Donc c'est une courbe de couple qui est très plate, le moteur il est plein, tu peux rouler en quatrième, en cinquième au régime de ralenti, ça relance, la voiture est pas si légère que ça, elle pèse autour des 1250 kg, mais le moteur, le V6 Alpha, c'est un moteur qui est quand même extraordinaire en termes de prestations, prestations, agréments, et puis en fait il a jamais eu des valeurs des puissances, c'était plutôt équivalent à ce que faisait la concurrence. Les valeurs de couple sur le papier, tu te dis 24 Newton, 24,5 à 3000 tours, et je crois que pour la version catalysée c'est 25 à 4500 tours, donc c'est pas... Mais sauf que la courbe de couple elle est pleine. Le moteur il est plein tout le temps, tu peux rouler, là tu fais faire deuxième, quatrième. Ah oui, tu passes de 2 en 4 sans que ça... Je peux démarrer en 2, là je suis en 4, on est à 30 km/h, le moteur il est docile. Tout fonctionne, Tout fonctionne, alors, est-ce que la 500 va passer ou pas? Elle nous a vu. Et puis tu veux relancer. Et il y a... Oh là, on a coupé la route à la Mercedes, c'est pas grave. Mais il ne regardait pas beaucoup non plus. Voilà, donc là je suis en quatrième, ça relance, sans appuyer trop fort. Donc c'est vraiment... moi je dis toujours, si t'es bagnoleur, t'es amateur de voiture, alors moi je suis pas dans une seule chapelle, même si je suis venu avec 2 Alpha, j'aime beaucoup d'autres marques, tu peux pas ne pas avoir une Alfa Romeo et un V6 Alpha dans la collection. Tu te dis voilà, franchement c'est un moteur, tout comme tu peux pas ne pas avoir un 6 cylindres en ligne Alfa Romeo BMW, pardon, mais c'est forcément c'est un moteur qu'il faut avoir conduit, qu'il faut posséder quoi. Ouais, l'un des plus beaux V6, enfin il y a des débats gigantesques dessus, mais c'est... Oui, après on va essayer de pas froisser les égos, c'est un des tout meilleurs V6, même si c'est le meilleur du monde, on va dire qu'il y en a d'autres qui sont très bons. Non, c'est un moteur qui est génial, qui est vraiment très coupleux, très agréable. On est bien assis, elle donne envie de rouler, elle est silencieuse. Et puis, alors là, de ton côté... Mais très bel R5. Très bel R5. Ah oui, très bel R5. De ton côté, mais le pire, c'est quand tu vas à l'arrière. Parce qu'à l'arrière, il n'y a jamais personne qui s'est assis. Bah, quand tu t'assois à l'arrière, tu as le moelleux d'origine. Et là, tu te dis, mais c'est un canapé, en fait. À l'époque, on savait faire des voitures qui étaient confortables. Aujourd'hui, ce sont des bouts de bois avec vaguement un bout de mousse de 5 mm et puis un tissu. Mais là, je suis en train de regarder la qualité des moquettes à l'arrière, parce qu'évidemment, il n'y a jamais personne. Donc c'est en état neuf. C'était bien fait quand même. Ça vieillit pas trop mal. Alors l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est... En revanche, je me souviens que c'était quand même très... c'est très plastoc. Elle dort à la campagne dans un box en permanence à l'abri, donc c'est vrai que ça aide aussi à conserver... Ouais, en très bon état. Mais il y a un petit bus qui est stationné. Ah bah regarde. Ah bah voilà. Tu vois. Ça franchement c'est une auto géniale. Ça c'est une auto formidable, ouais. C'est pour ça que immatriculé 78, une Expar Press. Peut-être. Je fais un peu de provocation en disant que les gens qui disent que la 75 c'est la dernière Alpha, moi je dis toujours non. C'est pas la dernière Alpha, la dernière vraie Alpha, mais ça aurait pu être la dernière Alpha, mais de toute façon la dernière vraie Alpha elle est en vente aujourd'hui. Si vous aimez conduire, achetez-vous une Giulia. Foncez. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez d'ailleurs? Il n'y a pas de Alpha avant Fiat était une grande marque, après Fiat est toujours une grande marque et toutes ces querelles de chapelle. Et pour ceux qui souhaiteraient justement découvrir la Giulia, on a fait un périple au Canada il y a désormais 1 an. Foncez le regarder, vous verrez. Oui, puis vous aviez fait un essai aussi il y a quelques mois avec une Giulia Veloce. Et on va se remettre, c'est pas grave, derrière le bus. Où vous conduisez la Veloce et franchement, tu t'aperçois que c'est une super caisse. C'est une super caisse. Le Stelvio aussi en SUV, c'est vachement bien. C'est super. On ouvre quand même le capot moteur pour aller regarder tout ça. C'est quand même tellement bien. Les portières. Et le témoin d'ouverture qui était carré aussi. Ils adoraient les trucs carrés en fait. Il y a des trucs un peu design. Ils avaient essayé d'harmoniser. Alors allez hop, le V6. Voilà la bête. Qui est ici. 6, c'est pour 6 cylindres. Alors voilà, ça, c'est peint en rouge, c'est tellement beau. Ouais, c'est pas peint en rouge d'origine, c'est moi qui avais peint ça il y a 20 ans quand je l'ai eu, puis avec du rouge agricole pour que ça tienne comme pour sur les tracteurs. Et ben t'as le sentiment que c'est d'origine, tellement c'est bien fait. Ouais. D'ailleurs, tu te dis que ça aurait été pas mal qu'Alpha le fasse parce que ça. Alors là, c'est le fameux bloc ABS qui fonctionne pas, l'ABS TVS d'époque.
Alors pour le coup, l'intérêt dans cette version, c'est que comme le moteur est longitudinal, la distribution est plus accessible et ça coûte beaucoup moins cher en termes d'entretien. Ouais, t'as l'impression Ou alors que c'est sur les facile. transversales, il faut déposer le moteur souvent où ça coûte beaucoup. Là, pour le coup, tu peux démonter quelques trucs et tu as accès à la courroie de distribution et à la pompe à eau facilement. T'as quel kilométrage? 160 000, c'est 160 000, ça? C'est ce que ouais. tu nous racontais? Bon, puis ça tient Le largement. V6 Alpha, globalement, je pense que le moteur est quasiment indestructible. Il peut y avoir des périphériques autour qui peuvent lâcher ou autre, mais si tu respectes les temps de chauffe, que tu mets une bonne huile et que tu changes la courroie de distribution, c'est un moteur qui est increvable. Pour le coup, il est vraiment pétri de qualité ce moteur. Et franchement, non, c'est... Il existait en boîte auto ou pas pour les États-Unis? Je me suis en train de me demander. Je me demande s'il n'y a pas eu des Milano boîte auto, peut-être bien. Ah, tu sais, Mais est-ce que c'était question anecdotique, mais... Alors là, je t'avouerai que là, c'est une colle. En boîte auto sur la 75, je ne sais pas. Je suis pas sûr. Moi non plus. Sur la 164, très probablement, parce qu'il a aussi Oui. fait carrière sur la 164. 166, il y a eu. Alpha Non, je sais 90, Alpha 6, Alpha 75, je suis pas certain qu'il y ait eu de la boîte auto. Mais après, il y a tellement de particularités. La phare, les jantes aussi, on en a très peu parlé, mais moi j'adorais ces jantes. Ouais, alors moi je les aime bien, elles ont juste un défaut, c'est que la montre d'origine c'est 195-74. Ouais. C'est la même montre que sur les BX16 soupapes, c'est introuvable. Enfin si, c'est trouvable. Il n'y a que Michelin qui fait une version de pneu dont le prix aussi est entre 180 et 135 euros le Comme il pneu. est seul, il en Le profite. MX V3, ouais, en fait tu trouves tout ce que tu veux pas cher en indice de vitesse H, sauf que c'est pas du H, c'est du V qu'il faut sur une BX, sur Ah une... bah oui, il faut un truc qui envoie. Ouais, Donc, ouais. donc en fait, si tu respectes l'indice de vitesse, c'est du MX V3 qui est refabriqué. Là en ce moment il est à 135-140 euros l'unité, mais parfois il le monte à 185 pièces. Ouais. Donc Oui, ça peut coûter j'ai très cherché vite cher. très longtemps des jantes de 15, qui est une montre optionnelle en 15, mais en fait les gens qui vendent des jantes de 15, l'autre jour j'ai trouvé une annonce, elles sont même pas d'origine, c'est 2000 euros les 4 jantes. Donc bon, ça paye quelques Michelin. Donc là, elle a des Pirelli depuis quelques années, à l'époque c'était pas encore trop cher. On trouvait aussi des Toyo Ouais. dans cette taille, là maintenant il n'y a plus que du MX V3 en V, et donc c'est hors de prix. Rémi, Voilà. t'es le bienvenu. Bah écoute, je reviendrai avec autre T'as chose si beaucoup tu de veux. tes voitures, tu as désormais évidemment ta carte de membre du club sans borne. Merci beaucoup. Et merci à toi, quelle bagnole. Bah, écoute, Si vous aussi, vous avez envie de venir présenter votre automobile, vous venez évidemment nous voir. Le mieux, c'est de nous contacter par Instagram. Et évidemment, vous serez accueillis à bras ouverts ici, devant les Invalides. On vous attend les amis, à bientôt.